Alors, est-ce qu'on a commencé? Oui, on a commencé. Bonjour à tous. Alors, merci de nous rejoindre pour ce deuxième épisode de Future of Workspace. Donc, c'est une série qui s'intéresse aux espaces de travail, aux mutations et challenges considérables auxquels ils font face et un peu aux solutions d'avenir qu'on va pouvoir trouver pour les affronter. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au Real Estate Management avec deux intervenants de choix qui nous ont rejoints, donc sur mobile et laptop. Et donc, ces deux intervenants, je vais les laisser se présenter pour commencer, puisque c'est eux qui vont principalement avoir la parole. Donc, pour commencer, donc Alexandra Normand, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux te présenter succinctement ou plus longuement, comme tu veux? Alors moi, je suis aujourd'hui directrice, immobilier, achat et risque du groupe Nexity. Donc Nexity, c'est un groupe de promotion immobilière et moi, j'ai la dure charge, de m'occuper du confort de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Eh ben, c'est plutôt bien résumé euh, pour un périmètre aussi vaste, mais je pense que l'idée de confort est très intéressante et l'idée de service aussi, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Nous avons aussi avec nous Xavier Perrin travaille chez Philips. Donc Xavier, même question, est-ce que tu pourrais succinctement te présenter? Bonjour, je suis Xavier Perrin. Je travaille chez Philips où je suis le leader de l'organisation Global Real Estate pour le monde. Donc, on fait de la stratégie à la conception, à l'opérationnel de tous nos bureaux et nos usines. Voilà, là encore, je pense à un périmètre assez large. J'ose à peine te demander le nombre de mètres carrés que tu gères. On a 3 Mais millions. voilà, donc c'est assez conséquent. Et donc ça c'est intéressant parce que je pense qu'on va avoir justement une possibilité de voir un large spectre des différents challenges auxquels vous faites face tous les jours et plus particulièrement ces deux dernières années euh, dans des circonstances que nous ne nommerons plus mais que tout le monde a en tête. Donc première question, justement depuis le début de cette crise justement qui a un petit peu chamboulé la façon de gérer vos espaces, on va y revenir, mais on parle un petit peu de retour à la normale. Quelle nouvelle normalité observez-vous? Alors quelle nouvelle normalité? Je me permets Xavier. Allez, vas-y. Moi, ce que j'observe de plus en plus, c'est effectivement un retour au bureau qui est parfois difficile pour, un certain nombre de collaborateurs qui ont goûté au confort du télétravail, et qui finalement se disent que, à la maison, c'est quand même drôlement bien. Et donc la 1re, le 1er vrai changement, c'est celui-là. C'est de se dire que finalement, venir au bureau, ça n'est plus forcément la normalité. Ça, c'est la première chose. Et du coup, ça entraîne une réflexion assez profonde sur l'approche du travail et sur la manière dont on peut faire revenir les collaborateurs au bureau. Et pour les faire revenir, eh ben, il faut tout simplement que le bureau, ce soit mieux qu'à la maison. Et ça, je pense que c'est vraiment le changement profond que j'observe le plus. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est intéressant parce que donc en avril, c'était ça en mars, quand on a commen en France, on a commencé en mars les confinements 2020. Tout le monde s'est dit: «Bon, dans un mois, c'est fini, c'est le problème est réglé». Quand on a un changement qui nous est imposé, qui est violent, on espère juste que rapidement, il va s'en aller. Donc tout le monde disait: «Bon». Et quand on faisait des plans stratégiques à ce moment-là, dans la société où j'étais avant, sur des mètres carrés qu'on devait prendre pour 2025, ils me disaient: «Non, mais quand on sera de retour comme avant, vous verrez, ça on aura besoin de tout ça». Donc il y avait une discussion sur la taille du bureau, si vous voulez. Et au bout d'un mois, et puis après au bout de 2 mois, et puis après au bout de 3 mois, les gens continuent à s'accrocher au prisme. Un jour, on va redevenir comme un jour, il y aura plus le covid. On est bien d'accord, mais ça ne veut pas dire, que puisqu'il y aura plus le covid, les comportements qui ont changé ne vont pas continuer à changer. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, au bout de 7, 8 mois, les gens se disent: «Bon, il y a un truc qui a bougé». Donc je pense qu'un des enseignements de cette crise, c'est que les choses bougent. Et ce que j'ai trouvé de passionnant, c'est dire que tout ce qui semblait impossible avant devient possible. C'est-à-dire que le travailler de chez soi avant, c'était limité, à une élite ou à un certain nombre de boîtes dans certaines industries. Et là, on s'est rendu compte que, même le service public le fait. Enfin, le service public maintenant a du télétravail, même plus que de certaines boîtes privées. Ça, c'est un autre souci. Et qu'on a tous admis au bout de 7, 8 mois qu'on allait avoir une nouvelle normalité sans pouvoir la définir. Donc on a continué à faire des plans en se disant: «Qu'est-ce qu'on va définir comme nouvelle normalité?» Et là, il y a eu un épisode où on est revenu en plusieurs phases au bureau. On se rend compte, donc pour faire l'écho de ce que disait Alexandra, que, les gens ne veulent pas revenir comme on aimerait qu'ils reviennent. Enfin, il y a une volonté managériale dans toutes les boîtes de dire: «Il faut revenir au bureau, c'est important».
parce que ça crée du lien social. D'accord. Maintenant, j'ai lu un article intéressant sur Goldman Sachs, je ne sais pas si vous avez vu cette étude, comme quoi leur patron a dit: «Tout le monde revient au bureau» et des 10 000, ils considèrent qu'il y en a 2 000 qui ont accepté l'obligation de revenir. Ils disent 50%, mais la réalité est de 20%. Et qu'on veut donc on est en train de dire: «Comment on fait pour accompagner les personnes?» Il faut qu'on crée le bureau, la définition du travail et de sa vie privée a changé dans ces 2 dernières années. Faire 1 heure et demie de trajet aller et 1 heure et demie retour n'a plus de sens, pour plus personne. Plus personne n'est prêt à souffrir ça. Et donc on va vraiment changer de norme et la nouvelle norme, ça va être qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse fonctionner, qu'on ne perd pas du lien, qu'on a encore besoin des bureaux sans pour autant, penser que c'était comme avant. Donc ça, je pense que c'est un enseignement très important et l'autre, c'est que la fonction immobilière, d'un seul coup, qui était un peu l'enfant pauvre des sociétés, je le dis avec beaucoup d'humilité, j'ai eu la chance en 2010 d'être dans une boîte où, c'était un truc stratégique. D'un seul coup, on se dit: «Tiens, la personne qui gère les espaces de travail, c'est pas con son boulot, il peut apporter une vraie valeur». Parce que est-ce qu'on a les bons espaces? Est-ce qu'on a la bonne qualité des espaces? Est-ce que l'espace peut créer du lien, différemment? Donc, je trouve que c'est intéressant comme professionnel de l'immobilier pour nous, d'un seul coup, c'est comme quand il y a eu les crises, financières en 2008, d'un seul coup, la fonction audit, c'est devenu un truc très important. Nous, c'est un petit peu pareil. Donc il y a un changement sur les comportements des personnes par rapport à leur relation au travail et au bureau et à la fréquence et dans notre industrie sur comment nous sommes perçus et quelle valeur on peut ajouter. Et ça effectivement, c'est un vrai changement dans la normalité, puisque comme tu le disais Xavier, il y a eu beaucoup de mouvements de balancier aussi, puisqu'on a eu aussi, des excès, hein. Certaines directions immobilières se sont imaginées que, le bureau était mort, Mmh. et que, donc on pouvait se passer définitivement, de bureau, et faire passer, tous ses collaborateurs en télétravail. Il y a eu des tentatives de cette nature-là, mais ça a fait un mouvement de balancier. Puis après, on a eu effectivement les tentatives de retour de tout le monde au bureau. Ça ne marche pas non plus. Donc je pense que le défi qu'on a face à nous, c'est de trouver ce subtil équilibre entre, le tout télétravail qui semble un peu excessif et puis, tout comme avant qui ne fonctionne pas. Sachant qu'aujourd'hui, les employés ont des attentes. Avant, on leur posait pas la question. Avant, l'employé subissait la politique de travail. Les gens venaient au bureau, même quand ils avaient le droit de faire du télétravail, c'était très encadré. Enfin, il y a quelque chose de très scolaire. Aujourd'hui, les employés vous disent: «Attendez, moi, c'est combien de jours j'ai de télétravail?» Ça fait partie de la discussion, de mon poste. OK, mon poste, c'est quoi? C'est quoi ma flexibilité? Et à poste égal, s'il faut venir 5 jours par semaine de 9 heures à 18 heures, sachant qu'en plus quand on est un cadre, bon, il y a pas d'horaire donc faut pas partir trop tôt et pas arriver trop tard. Souvent, enfin, il y a une perception par rapport il y a une relation entre le temps qu'on passe et ce qu'on devrait produire qui est complètement illusoire. Enfin, c'est une illusion parce que plus on passe de temps quelque part, moins on est productif souvent. Enfin, il y a pas rapport. Même quand on transporte des sacs de sable, il y a un moment où on peut plus les transporter donc c'est pareil. Donc il y a vraiment une attente et aujourd'hui, les sociétés sont obligées de composer avec ça et on voit que c'est doublé dans le marché du travail aussi par un manque, ce qu'on observe, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a un manque de talent. Enfin, ce qui n'était pas le cas il y a 3 4 ans. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Capgemini qui a eu 25 de turnover dans le monde de ses effectifs. Que les gens ont juste plus envie de bosser, leur vie a un nouveau sens et je Mmh. pense qu'on sous-estime ça, de même qu'on sous-estime, ces 2 ans ont eu des impacts psychologiques sur un temps de personnes qui ont été isolées, ça a été difficile et là, les choses sont en train de bouger donc on n'a pas fini de voir les effets de ce qui s'est passé. On voit le début qui est les bureaux sont moins remplis, mais il y a d'autres effets qui vont arriver. C'est super, super intéressant. Je vais revenir sur une expression qu'Alexandra a utilisée pour synthétiser en disant que ça devait être un peu comme à la maison. On voit que justement il y a cet équilibre entre on veut plus de full remote, enfin on veut plus de tout le monde au bureau, mais on veut pas non plus de full remote parce que on sait qu'à la maison il y a aussi des désavantages. Donc si vous deviez construire un petit peu l'espace de demain, justement quel équilibre, qu'est-ce que vous prendriez pour remettre les employés et les personnes qui vont venir au bureau dans une dynamique du je me sens bien ici. Donc on importe des valeurs et des points positifs de chez soi. Et qu'est-ce qu'au contraire on supprime de l'ancien bureau et qu'est-ce qui va faire que le nouveau bureau, par exemple la collaboration entre les gens, le fait de pouvoir se voir, échanger,
travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on garde de l'ancien? Qu'est-ce qu'on crée de nouveau? Et qu'est-ce qu'on apporte un peu du monde du travail à domicile? Alors moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est j'ai pas dit comme à la maison, j'ai dit mieux qu'à la maison justement et Oh. c'est ça le changement Mmh. que Le les challenge est encore plus haut. à la maison, avant la crise du covid. Aujourd'hui, les gens, comme à la maison, ils ont à la maison. Ils ont pas besoin de comme à la maison, il leur faut quelque chose de plus, quelque chose qui fait que venir au bureau, ça a de la valeur. Là, il y a la valeur des interactions humaines, il y a la qualité des espaces de travail aussi, hein, pouvoir bénéficier d'espaces de travail qui soient adaptés aux différents moments et aux différentes activités, ça c'était déjà le cas avant, mais c'est d'autant plus important aujourd'hui que le travail hybride, c'est beaucoup, a beaucoup accéléré et que ça devient difficile de faire, dans la même pièce, ou dans le même open space, 5 Teams, en parallèle, ou 5 réunions à distance en parallèle et puis ensuite de discuter aussi avec un collègue, c'est devenu aujourd'hui très, très, très compliqué dans des configurations de travail antérieures. Donc ça, je pense que ça fait partie des enjeux de ce mieux qu'à la maison, c'est de pouvoir profiter de l'interaction sans être gêné par d'autres interactions autour de nous. Et donc ça, c'est un des premiers éléments d'impact sur l'espace de travail. Mais plus globalement, moi, je dirais qu'aujourd'hui, comme le disait Xavier, la fonction immobilière, elle a gagné ses lettres de noblesse en quelque sorte. Elle est devenue absolument stratégique et centrale dans les organisations. On voit bien qu'on peut transformer une organisation en transformant son immobilier. Alors pas que, parce que c'est quand même les hommes et les femmes qui font les organisations qui les transforment. Mais il y a un vrai sujet autour de la dimension immobilière. Et donc, de plus en plus, les directions immobilières travaillent avec les directions des ressources humaines. Et c'est peut-être ça un des plus profonds changements. Et c'est très important parce que on est de plus en plus dans une écoute des collaborateurs qui sans doute étaient moins développés auparavant. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils ont envie qu'on les écoute, ils ont envie qu'on les entende. Ils ont des attentes qu'ils ont toujours eues auparavant, mais qu'ils ne pouvaient pas exprimer. Aujourd'hui, ils peuvent les exprimer. Et ça fait aussi un grand changement, parce que du coup, on embarque cette expression-là dans la conception des nouveaux espaces de travail. Oui, je suis d'accord, il y a pour répondre à ta question, Julien, il y a une co-création qui se fait, qui se faisait différemment avant. Et ça va même plus loin parce qu'aujourd'hui, on dit: «On va essayer de comprendre ce que les gens attendent», en se disant: «Ils attendent ça». Tous ces gens qui ont un point de vue, ils seront plus là peut-être dans 5 ou 6 ans parce qu'il y a une pyramide des âges, parce que les gens changent et où ils ont tous 40 ans et plus. Enfin, il y a quand même une vraie question en disant: «On va essayer d'aller sonder les gens qui» parce que le but, c'est pas autant de retenir quelqu'un qui est là depuis 20 ans. L'objectif, ça va être de comment j'attire les nouveaux, je crois. Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne de 20 ans ou de 25 ans choisisse en sortie d'école notre société? Parce qu'on a envie d'avoir des jeunes talents, il faut préparer une relève, il faut faire monter des gens. Donc il y a vraiment, on a changé de paradigme au lieu de construire pour ceux qui sont là, on commence à construire pour ceux qu'on veut attirer et ceux qu'on veut retenir. Et quelque part, j'allais dire dans certaines sociétés, si quelqu'un à un certain niveau dit: «Moi, si j'ai pas un bureau, je viens pas bosser chez vous», c'est la fin enfin la question que se pose la société: «Est-ce que je veux une personne qui pense comme ça?» C'est-à-dire que d'un seul coup, la relation à l'espace de travail est analysée différemment. Si on n'est pas capable de travailler dans un espace flexible où, on n'a pas forcément un poste parce qu'on ne vient pas tous les jours et qu'on gère différemment, ça peut Mm. être problématique. Et un autre apport, de c'est la technologie, enfin nos espaces de travail. Pourquoi ça a été possible de travailler à distance? Parce qu'il y avait la technologie qui existait. Tu vois? Là, on est sur, un format de technologie qui est, très avancé par rapport à ce qu'on avait avant. Tu penses que toutes les conférences, le MIPIM, il y a 1 an, ils l'ont fait online, tu vois? Enfin des trucs qu'on n'aurait jamais imaginés. Je pense que ça va continuer à évoluer beaucoup plus et que ce format-là, dans, 1 an et demi sera préhistorique en disant: «Attends, on était, sur un écran avec, 3 carrés de 2 centimètres par 3 centimètres pour voir notre visage». C'est pas possible, de même que, aujourd'hui on se dit il y a 15 ans, on faisait une conférence téléphonique, personne ne voyait personne et il y avait une spider au milieu de la table. Donc, on est le passé de demain quelque part où on est et ce qui est marrant, c'est qu'on s'en satisfait, on est vachement content. On se dit: «Putain, c'est vraiment génial ce qu'on arrive à faire», en se disant: «Mais c'est pas bon encore». Enfin, la technologie va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et que probablement dans le futur,
le remote aujourd'hui, on fait une différence entre le remote working et le présentiel par rapport à la qualité de l'engagement, qui est due finalement par rapport à la qualité de la technologie. C'est sûr que si j'avais, chez moi, un hologramme, que je puisse même, avoir le toucher comme sens, ça serait pas la même expérience. Comme c'est pas le cas, donc je pense que la frontière va continuer à se réduire et qu'on continuera à faire le choix du présentiel et que le remote sera tellement performant que finalement la différence sera assez marginale. Ça ne veut pas dire que le bureau va disparaître pour autant, parce qu'il y a encore une relation humaine, déjeuner chez soi tout seul devant un hologramme qui mange la même chose, on n'est pas encore dans cette génération-là. Donc il y a des choses qui vont évoluer beaucoup sur le technologique, qui vont faire que tout ce qu'on imagine sur le bureau, va encore se déplacer. Je profite du fait que tu évoques justement l'importance de la technologie et justement, j'imagine, l'œil attentif que vous pouvez avoir à tous les développements de la tech, que ce soit pour faciliter la collaboration ou faciliter la gestion de vos espaces. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez en particulier? Parce que là, tu me parlais plutôt de choses qui s'apparentent à des softs qui te permettraient justement d'avoir des meilleures interactions, à émuler au mieux le présentiel en distanciel. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous regardez pour accompagner les mutations des espaces? Alors, leur hybridation, effectivement, peut-être leur atomisation, le fait d'en avoir plusieurs, un peu en satellite, je sais pas. Il y a plein de choses qui sont en train d'être travaillées. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez particulièrement là-dessus? Alors, je vais commencer sur bien un ex je le on sur la technologie, donc la partie de communication, c'est même pas nous qui regardons, c'est les gens des ressources humaines, mais en gros, des gens de l'informatique souvent, et voire maintenant dans l'informatique, il y a des sous-catégories de sourcing en innovation, en disant: «Voilà, comment va être le mode de communication de demain? Heu, Est-ce qu'on fera encore des mails?» Enfin, c'est des questions assez profondes, et on est obligé de travailler avec eux puisqu'on dit: «Mais ce qui va se passer va définir la façon dont on fait les espaces». Donc aujourd'hui, quand on fait une salle, là, je suis dans une salle de réunion, dans un bureau où il y a, 2 écrans avec des speakers, une petite truc, pour une caméra pour prendre la vue d'ensemble, et c'est super. Maintenant, ça coûte une blinde, enfin, c'est très, très cher, pour finalement un usage qui est assez réduit et une qualité, qui est mieux que l'écran, mais qui est beaucoup moindre que demain, où on commence à travailler avec avant il y avait des rétroprojecteurs attachés au plafond, maintenant on en pose par terre qui diffusent en haut, donc il y a ça va impacter, parce qu'aujourd'hui dans la construction de notre coût immobilier, la partie par exemple audiovisuelle, il y a en coût, il y a le bureau et il y a le mobilier, le lighting qui est cher et l'audiovisuel qui est hors de prix, qui demande aussi beaucoup de câblage, beaucoup de choses, donc tout ça va disparaître. Je pense qu'on est en train de travailler sur des technologies qui sont non intrusives, donc comment je peux avoir une technologie qui n'implique pas que je dois tirer des câbles de partout? Parce que ça coûte cher, il faut gérer le rack et cetera, et des technologies qui vont permettre aux gens vraiment d'avoir une expérience d'utilisateur. Donc, je prends un exemple sur les salles de réunion. Aujourd'hui, avant, on écrivait sur la salle de réunion son nom. Aujourd'hui, il y a des applications qui font ça très bien. Demain, probablement, couplé avec Outlook ou Gmail, ils nous proposeront directement de faire la réservation. Donc, c'est quelles technologies peuvent rendre la vie de l'utilisateur plus simple, et quand il vient au bureau, que ça soit, comme quand vous allez dans un retail shop, les gens qui font du retail, ils réfléchissent à quels vont être votre parcours et quelle émotion vous allez avoir à chaque moment et comment vous allez réagir, pour vous simplifier un maximum la vie, pour que vous puissiez acheter des produits. Bah, nous, c'est un petit peu pareil. On a un parcours client qu'on n'avait pas avant dans les bureaux, en disant: «Quand je rentre, qu'est-ce que je sens? Quelle énergie j'ai? Je vais à cet espace, à quoi il sert?» et cetera. Donc il y a vraiment toute une technologie qui nous permet de travailler là-dessus. Alors effectivement, moi je pense que la technologie, elle doit être là pour nous aider à habiter nos espaces de travail. Aujourd'hui, enfin, avant la crise, hein, il y avait déjà, on avait déjà des outils qui nous permettaient de connaître les taux d'occupation, qui nous permettaient de vraiment bien piloter les espaces. Mais maintenant, aujourd'hui, effectivement, Xavier le dit très bien, il y a ce sujet de l'émotion et de comment je vais piloter tout ça, pour pouvoir maximiser l'utilisation des espaces. On se pose de plus en plus la question de rendre des mètres carrés, en se disant que finalement on a moins de gens qui viennent au bureau, donc on a sans doute moins besoin des surfaces qu'on occupe. Et ça, c'est un vrai sujet. Les investisseurs en immobilier de bureau en souffrent un peu aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai enjeu, hein. Et c'est vrai qu'on a peut-être besoin de moins d'espace, mais on a besoin de mieux d'espace. Il faut que les espaces soient plus adaptés à nos besoins. Euh,
on a besoin aussi que la ressource en espace, parce que c'est une vraie ressource, elle soit bien utilisée. Aujourd'hui, c'est quand même dommage que pendant 50 ans, on ait eu des cantines d'entreprise, je n'ose pas appeler ça un restaurant, et qui prenaient 1 000 1 500 mètres carrés sur un immeuble de bureau standard. Et puis, on ne l'utilisait que 2 heures dans la journée. Enfin, c'est quand même un sacré gâchis. Et ça, c'est vrai que, à l'aune de ce qu'on vient de vivre et de l'attention qu'on porte à la qualité des espaces, on se dit que c'est quand même dommage d'avoir autant d'espace et de ne pas l'exploiter, de ne pas l'utiliser, à d'autres fins. Et je pense que ça, c'est vraiment enfin, c'est un vrai marqueur aussi de, finalement, je vais utiliser toutes les ressources que m'offre mon immobilier, et je vais aller jusqu'au bout de la logique. Heu et moi, je ne suis pas une fervente, tenante de la restitution des espaces, parce que parfois, je me dis que c'est aussi l'occasion d'avoir de nouveaux espaces qu'on n'avait pas avant. Donc parfois, on peut aussi réutiliser ou utiliser différemment. Ça, je pense que c'est un vrai changement aussi. Heu, Aujourd'hui, un immeuble de bureau, c'est plus juste, des postes de travail, des bureaux fermés et des salles de réunion. C'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. Et si vous regardez les promotions qui sont en train de faire à La Défense, par exemple, ou dans d'autres grandes villes comme Londres, ils font des immeubles mixtes. C'est-à-dire qu'avoir une tour de 100 000 m² de bureaux, ça n'a plus de sens. Donc ils font 30 000 de bureaux, 20 000 d'hôtels, et 30 000 de résidentiels. Et si vous regardez à Paris, une grosse partie des bureaux, c'est de l'haussmannien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le second, enfin, ils sont central, qui probablement n'auront plus demain, une utilité en bureau parce que, en gros, enfin, dans l'haussmannien, en plus, les murs sont tous porteurs, donc on peut pas toucher à la structure, on peut pas créer ça crée beaucoup de petits espaces, donc ça fonctionne encore pour, certaines professions, que je nommerai pas, mais qui ont encore besoin aussi de satisfaire leur ego dans leur bureau, et c'est bien, enfin, il en faut pour tout le monde, et à Londres, ils sont en train de regarder, et là, je suis en Hollande où on a un bâtiment, de convertir du bureau en logement. On a un problème des Ce qui est intéressant, c'est de penser que tout cet haussmannien était occupé comme résidentiel. Les Champs-Élysées, il y a 50 ans, c'était que des appartements, et c'est devenu que des bureaux parce que il y avait une meilleure rentabilité, et comme il y aura peut-être un retour en se disant: «Mais, cet espace ne n'a pas le bon fit». Je regarde, il y a un immeuble, il y a une boîte qui a bougé, rue de Ville-l'Évêque, je crois, à côté de la Madeleine, dans un immeuble complètement moderne avec des vrais plateaux. Je crois que c'est Free, et ça répond, à leurs besoins. Aujourd'hui, comme directeur immobilier, on va regarder, OK, c'est pas où est l'espace, c'est pas la taille de l'espace. Avant, on disait la localisation, c'est tout. Maintenant, c'est quelle qualité j'ai de bureau que je vais avoir et comment je vais pouvoir l'exploiter pour créer du lien et attirer des personnes. Et en parlant de justement, Alexandra, tu mentionnais des nouveaux espaces, comment j'utilise ces espaces-là, ne pas les rendre pour justement les transformer en quelque chose de nouveau. J'ai deux questions. La première, c'est quels nouveaux espaces justement pour attirer et pour faire mieux qu'à la maison. Et ensuite, quelle modularité pour cela? Parce que souvent, quand on crée des espaces, on se rend compte que c'est assez figé. Avant, on était un peu dans un monde très figé aussi, hein, avec le triptyque bureau, open space et puis espace collectif peut-être. Et là, justement, peut-être qu'on a envie de changer en fonction de ce qui va s'y passer, en fonction de qui va venir et comment on va faire. Donc, quelle nouvelle modularité pour Alors, ces... ces nouveaux espaces, d'abord, comme le disait tout à l'heure Xavier, il y a le sujet du câblage. Parce que quand on est obligé de se brancher avec des fils, bah, tout de suite, ça rend les espaces beaucoup plus figés. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de câbler de moins en moins. Alors déjà, on ne câble plus en courant faible, hein, puisqu'on a du Wi-Fi partout. Ou en tout cas, on le souhaite à toutes les entreprises. Et puis, bah, de plus en plus, on a des technologies qui nous permettent aussi de gérer les problématiques de courant fort, notamment avec des batteries portables de toute petite taille qui permettent de travailler toute la journée sans avoir à brancher son PC. Bah ça rend extrêmement mobile et ça rend les espaces beaucoup plus flexibles. C'est beaucoup moins coûteux à aménager et du coup, on peut investir sur de nouvelles façons d'aménager l'espace avec des espaces, peut-être des espaces éphémères, des espaces qui sont très modulables et qu'on va adapter en fonction de ce qu'on a à faire dedans ce jour-là. Moi, j'ai en tête un espace de travail qu'on a aménagé où c'est une zone de 60 mètres carrés où en fait on peut complètement revoir la répartition des espaces. On peut faire soit quatre petites salles, soit repousser les murs, faire une petite salle de conférence, utiliser des gradins
qui sont placés dans un coin de la salle et en faire un espace de pitch. On a vraiment essayé de le penser avec les collaborateurs en fonction de leurs besoins. Et ça, on l'a pensé pendant la crise sanitaire, on l'a pensé pendant des ateliers qu'on a fait à distance. Donc, tout était nouveau pour nous. La façon de conduire le projet était nouvelle, les attentes exprimées étaient nouvelles et le résultat qu'on a obtenu est un résultat qu'on n'avait pas ailleurs. Donc c'est intéressant de voir aussi que tout le monde a été très intéressé par cette nouveauté et cette nouvelle façon de procéder. Je pense Ouais, parce que qu'avant, on demandait aux gens de s'adapter aux espaces. Vraiment, en arrivant, on disait: «Voilà, ça, c'est ton bureau. Tu as même le droit à ça». Et aujourd'hui, on essaie d'adapter les espaces aux personnes. Donc c'est assez intéressant et de les rendre complètement flexibles parce que les besoins d'aujourd'hui, on sait que ça ne sera pas les besoins de demain. Là, on est en train de regarder chez Philips pour prendre des baux à 20 ans, ce qui est risqué, mais enfin, on est rationnel en disant: «Si je prends un bail à 20 ans, je ne peux pas même faire un business case en disant: "Mon return sur investment, c'est 5 ans", parce que c'est illusoire sur les 20 ans, je vais devoir le réarranger». Donc comment je le conç dans la conception, je fais qu'il soit d'une flexibilité totale pour pouvoir, si dans 10 ans, on décide que le phone booth, ça n'existe plus parce qu'il y a une technologie qui permet de parler, dans un espace sans être écouté par les autres, parce qu'il y a pour X raisons, comment je me débarrasse de tous les phone booths sans devoir, les bénir ou les détruire ou avoir un coût pour les stocker? Ce qui souvent dans l'immobilier, quand on ne sait pas quoi faire, on envoie au stock. Comme ça coûte, mais on ne le voit pas, donc on a l'impression que ça coûte plus. Donc je pense que il y a vraiment cette adaptation, ce que dit Alexandra, où on a remis les personnes au centre, de même que les gens, quelque part, pendant cette crise, se sont remis au centre de leur vie. Enfin, d'un seul coup, on se rend compte qu'on a une famille, que, travailler, c'est pas une fin en soi, c'est un besoin, mais on peut s'épanouir, mais ça ne veut pas dire que il faille passer 2 heures dans un RER, ça n'a pas de sens. Et c'est pas seulement avant, c'était pour quelques cadres. Et là, d'un seul coup, je pense qu'on a ouvert, enfin, il y a encore des professions qui n'en profitent pas, mais qu'on a vraiment ouvert le spectre où on touche beaucoup plus de personnes. super. Je vais revenir, très, très intéressant. Je vais revenir juste sur une chose, qui est justement le fait d'être dans l'écoute, ce que j'entends être vraiment un changement majeur, de pouvoir avoir ce côté bidirectionnel, une vraie communication avec toutes les personnes qui vont venir occuper ces espaces. Euh, Qu'est-ce que vous voyez venir comme principale demande, notamment les nouvelles, celles que vous n'attendez pas, et celles qui ont revêtent pour les personnes une forte priorité? Enfin, si on devait prioriser justement les différentes demandes qui vous parviennent. Alors moi, Par rapport aux espaces de travail? Oui, c'est ça. À partir du moment où il y a une nouvelle discussion qui s'installe, à partir du moment où on commence à discuter en disant ouais, qu'est-ce que vous recherchez, comment on fait pour créer un environnement qui vous permette de vous épanouir, de mieux collaborer, de mieux travailler, il y a des réponses qui vont arriver et quelles sont celles qui sont un peu nouvelles, celles peut-être un peu étonnantes, ou celles en tout cas qui sont majoritaires ou que tout le monde pousse. Il y en a. Juste un point de réflexion, ce qui est important, c'est de penser, c'est pas parce que la majorité des gens pensent quelque chose que c'est une bonne idée. Souvent, les gens vont penser que c'est une bonne idée. On est tous d'accord. Dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples, on a tous été d'accord pour faire les trucs qu'il fallait pas. Donc ça, c'est un donc et que je pour revenir au propos d'avant, il faut se remettre en perspective que les gens qui vont utiliser les bureaux aujourd'hui ne seront pas ceux qu'on veut attirer demain. Et la question, c'est est-ce qu'avec ça, on attire? Donc je pense qu'on rentre dans c'est de comprendre ce que veulent les personnes. Alors ils vont dire: «Voilà, je veux, plus d'espace collaboratif, plus de ça». Je fais: «D'accord et par contre et ceux qui sont pas là, qu'on veut attirer, eux, ils vont avoir besoin de quoi?» Donc c'est quelque part faire bouger le curseur par rapport à ce qui existe, à ce qu'on veut obtenir avec ces espaces-là. Je pense que ça c'est un vrai changement et en termes de demande, je pense on a passé le côté excentrique. Il y a eu une époque où, c'était, aller à un toboggan, une barre de pompiers pour descendre d'un étage à un autre. Enfin bon, là ça on a dépassé un peu ça et par contre, il y a encore ce qui est assez intéressant, il y a encore une croyance que le poste de travail, le bureau, c'est un truc important. Moi, c'est ça qui me fascine de penser que les gens, ils sont encore attachés. Il y a quelque chose qui est assez profond et à se définir en disant: «Ça, c'est un poste de travail et je peux venir. Est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde?» Sachant que la plupart des gens qui viennent ne s'en servent plus. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me surprend, c'est ça, c'est que les gens sont encore avec cette histoire de même qu'aujourd'hui, on veut avoir une voiture, sachant que la voiture est en train ça devient un problème, est en train d'être mutualisée et de passer de ce concept de mutualisation,
c'est pas encore accepté par tout le monde. Mais, moi je pense qu'un des changements majeurs, c'est pas tellement les espaces de travail, mais c'est la manière dont on travaille. Les gens aujourd'hui sont devenus très demandeurs de pouvoir travailler où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est un sujet de flexibilité poussé à l'extrême. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir l'entendre ça et de pouvoir le capter parce que c'est ce qui fait la différence entre 2 employeurs. Comme le disait tout à l'heure Xavier, à bien choisir, je vais sûrement aller, vers un employeur qui m'offre plus de flexibilité, et qui me rend ma liberté, plutôt qu'un employeur qui va chercher à m'enfermer dans un modèle très normé. Et ce où je veux, quand je veux, comme je veux, il est assez fondamental parce que, ça nous oblige à penser aussi nos espaces de travail un peu différemment, avec sans doute davantage de tiers-lieux, parce que les tiers-lieux, ça a été un peu tarte à la crème, j'ai trouvé pendant très longtemps. On entendait beaucoup parler. Puis finalement, quand on regardait, enfin moi je suis navrée, hein, je travaille chez Nexity, je suis pas une start-up quoi. Donc je n'imaginais pas, les collaborateurs du groupe dans leur grande majorité dans ces espaces, dans ces tiers-lieux, de manière massive. Mais en revanche, je pense que c'est une possibilité qu'on doit pouvoir offrir. En tout cas, pas se l'interdire. Après, c'est, quel modèle économique? Il y a encore beaucoup de questions qui se posent autour de ça, je trouve. Et la technologie peut être un vrai levier. Moi, je le vois aujourd'hui. Moi, je gère un parc, alors qui ne fait pas 3 millions de mètres carrés, mais en revanche, qui est un parc très éclaté, avec 350 implantations, très diverses sur le territoire. Ces 350 implantations, et si on les mutualisait grâce à la technologie, ça nous permettrait de proposer aux collaborateurs d'aller travailler dans des lieux beaucoup plus proches de chez eux que finalement le bureau auquel ils sont soi-disant rattachés, en permanence. Donc ça, c'est une offre de flexibilité, qui est finalement pas si irréaliste et assez proche. Hem et ce où je veux, comme je veux, quand je veux, c'est, effectivement, c'est, la technologie, mais c'est aussi la politique RH de l'entreprise qui va le permettre. Et c'est là qu'on voit à quel point on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus penser l'environnement de travail des collaborateurs, l'expérience collaborateur, sans penser, l'ARH, mais sans penser, l'environnement de travail, l'espace de travail et sans penser, la technologie qui va avec. Aujourd'hui, enfin, on Et est obligé de penser aux 3 dimensions. Heu, on ne peut plus vivre les uns à côté des autres. et un des principaux freins au changement, c'est le management et de manière assez intéressante, c'est le fait que les managers sont pas forcément confortables encore dans une grande majorité, de gérer des gens à distance. Ils les voient pas, ils ont besoin de cette relation, presque charnelle de se dire: «Il est là, je peux lui demander un truc, je vois ce qu'il fait ou je vois ce qu'il ne fait pas». Donc, il y a tout un travail des ressources humaines pour expliquer aux gens que oui, on peut travailler différemment. Oui, lorsqu'on a un cadre posté, on ne doit pas être dans le contrôle, c'est pas l'idée et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Donc les HR font un gros boulot quand il y a un projet immobilier pour où on va avoir plus d'espace hybride ou avec du home working, OK. Comment moi, comme manager, je vois la performance de mon équipe, quand je ne vois plus mon équipe? Et ça, je trouve, c'est un des points dont on parle pas après et pour certaines personnes, c'est inconcevable. Il faut juste se dire quelqu'un qui pendant, 25 ans a géré son équipe d'une façon, on peut changer, mais enfin plus ça va, plus c'est compliqué et plus ça va, moins on a intérêt parce que finalement on se dit: «Allez, j'ai encore 5 ans à faire, on me demande des trucs qui sont de la science-fiction, alors que pour d'autres, c'est naturel. Ça, c'est un sujet intéressant et aussi, je voulais peut-être aborder du point de vue de vos équipes à vous. Puisque bon, il y a des mutations, on les voit, elles amènent peut-être des besoins de nouvelles compétences ou par les technologies justement pouvoir, qui sont les personnes qui peuvent gérer ça? Si jamais vous mettez un petit peu la data au centre de vos décisions, notamment, bah, j'imagine qu'on a beaucoup de sites à gérer, ça peut revêtir une petite importance. Comment on gère l'évolution aussi des compétences nécessaires à la gestion de ces espaces-là? Est-ce qu'il y a Je une pense que mutation? Est-ce qu'il y a un changement? ouais, il y a un vrai changement pour moi qui vient du fait que les attentes aujourd'hui, on a besoin de personnes qui sont beaucoup plus, flexibles. Avant, on avait besoin des gens qui connaissaient l'immobilier, qui connaissaient un immeuble, qui connaissaient un réseau chaud-froid, qui connaissaient de la partie technique. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui comprennent, pas que forcément qui connaissent la partie technique et surtout qui aient un volet de business, qui comprennent que derrière, on n'est pas juste là pour livrer un espace, mais pour permettre aux gens de réaliser un business et de créer du revenu qui vont payer entre autres ces coûts immobiliers et qui deviennent, vraiment des de même que chez HR avant, le business partner chez HR,
Dans le passé, c'était une personne qui faisait la paye et les contrats de travail et les licenciements et aujourd'hui, on demande à un business HR dans une société d'une certaine taille d'être la personne qui apporte une dimension de projection dans le temps, enfin avec d'autres compétences et dans l'immobilier, c'est un peu pareil. On va passer de gens très spécialisés où on achetait le spécialiste à acheter des compétences qui sont: «Je veux un généraliste, polyvalent et suffisamment, qui va tout comprendre sans pour autant pouvoir faire quoi que ce soit, mais qui va pouvoir mettre en orchestre comme un chef d'orchestre qui va pouvoir ramener tout ça ensemble». Ouais, je suis assez d'accord. Jusqu'à présent, finalement, une direction immobilière, c'était souvent perçu comme un centre de coût et aujourd'hui, ça devient un centre de profit et on gère pas un centre de coût comme on gère un centre de profit. Et c'est vrai que, on voit les compétences qui évoluent, on voit les besoins en compétences qui évoluent, et on sait aussi qu'on a aujourd'hui des équipes qui ont plutôt, appris, que leur métier était un métier de forte technicité et donc on a aussi ce sujet de transformer nos équipes, hein, de les amener justement, à, être capables de travailler avec, un environnement beaucoup plus technologique, beaucoup plus complexe aussi, parce que les objets immobiliers sont aussi de plus en plus complexes. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir des spécialistes, des frigoristes dans les équipes, on a besoin de gens qui sont capables de parler à un frigoriste, c'est pas la même chose. Et c'est compliqué parce qu'il y a l'immobilier n'était pas le département par destination quand vous faites une école de commerce, vous dites pas: «Tiens, je vais faire directeur immobilier». Enfin, vous avez d'autres et on vous programme ils sont même pas conscients que ça peut être un métier intéressant. Donc je pense qu'il y a tout un changement qui va se passer, dans la profession et on est en train de monter en compétences. Aujourd'hui, heu, Alexandra comme moi, on doit pouvoir parler au PDG de la boîte, en disant: «On n'est pas d'accord et on pense que c'est une erreur» et pour ça, il faut être, 1 armé et 2 avoir une vision suffisamment à 360 de ce qui se passe dans la boîte pour pouvoir amener des arguments. OK. Super. Le temps avance vite, donc je vais me faire le garder du temps. On a commencé un petit peu en retard, donc on va finir vers 55 environ. Donc il nous reste à peu près 11 minutes. Une petite question d'anticipation ou un exercice de projection, tout du moins. Parce que là, on a parlé beaucoup rétrospectivement des changements qui étaient arrivés ces 2 dernières années, de la façon dont ça impactait le travail. Si demain, on était plus dans l'anticipation et dans on va dire, un peu de prospection, euh, quelles externalités dans un futur proche vous verrez vous faire bouger encore plus l'immobilier commercial? Heu, donc je pense Par une qui externalité, est j'entends, très voilà, claire ouais, les moyens de transport. C'est le prochain enjeu, ça va être de comment on se déplace. Donc avant, on prenait un bureau par rapport à ça on disait: «Je suis à côté du métro, c'est super». Aujourd'hui, quand vous vivez à Lyon, vous imaginez pas venir travailler tous les jours à Paris, parce que c'est pour l'instant, on est à 2 heures. Lorsque, allez, 10 ans dans 10 ans, on sera à 25 minutes entre Gare de Lyon et Lyon-Part-Dieu, qui est la gare à Lyon, d'un seul coup, ça changera les données. Donc je pense que les moyens de transport et la rapidité avec laquelle on va pouvoir se transporter, sans passer par l'infrastructure de je rentre, dans un aéroport, j'ai le check-in et cetera, vont faire que d'un seul coup, les distances vont être différentes. Aujourd'hui, si je ne peux pas habiter à Rouen et venir tous les jours à Paris, ni Bordeaux, mais si demain, je pense au train principalement qui est un moyen, clean et puis, facile parce qu'on arrive dans le centre-ville, ça va vraiment changer la donne de où on va être. Enfin, est-ce que le siège peut être ici ou là-bas? Ça sera pas la même question. Je pense à ça et à la technologie dont on a parlé avant qui va être, pour moi entre les 2, ça va vraiment finir de révolutionner. Le fait que la voiture, aujourd'hui, même dans la ville, enfin, se déplacer en voiture, ça prend un temps dingue. Si on pense sous 10 ans que, les voitures seront automatisées, ça semble pas complètement dingue. Que les personnes ne les conduiront plus, c'est pas impossible non plus. D'un seul coup et que le temps sera certain entre un point et un autre parce que ça sera, on gérera les flux intelligemment. D'un seul coup, ça changera aussi le rapport. Est-ce que je suis, place de la Madeleine ou est-ce que je suis, heu, en bord de périph et que c'est compliqué de venir place de la Madeleine? Bah, je pense qu'il y a aussi, il y a un changement aussi qui concerne la manière dont on construit la ville. Effectivement, il y a ce sujet des transports qui est, évidemment,
incontournable. Il y a aussi finalement la manière dont on va concevoir les espaces de travail. Jusqu'à présent, certains immeubles sièges assez emblématiques, c'était des espèces de villes dans la ville, dans lesquelles on allait retrouver de quoi faire ses courses, se restaurer, etc., sans avoir à sortir dehors. Moi, je pense que ça, c'est un mouvement de fond qui est en train de s'opérer où cette notion de ville dans la ville, elle fonctionne plus tellement parce que tout s'est un peu mélangé et moi je pense que à l'avenir, il y aura, enfin les frontières seront de plus en plus brouillées et on aura certes un lieu où on va travailler, mais probablement ce ne sera pas le lieu où on va déjeuner et probablement on n'ira pas travailler au même endroit tous les jours. Ça, je crois que c'est très, c'est un vrai changement de paradigme. Je pense que demain, métro boulot dodo, ça n'existe plus. En tout cas, j'espère. Ouais, donc deux changements d'ampleur, donc à un horizon plus ou moins proche. Là, je regardais si on avait des questions en ligne, des questions de personnes qui sont avec nous. Il y a l'onglet à droite où on peut poser des questions, soit auprès de tout le monde, soit en message privé. Donc n'hésitez pas. Euh, moi, pendant que éventuellement on reçoit quelques questions, et peut-être pour terminer la, comment dire, La la session. session, voilà. Euh, Si vous deviez, à titre personnel et dans l'organisation qui est la vôtre, dire quel était le plus gros challenge et le plus gros changement, voulu ou non voulu, parce que ça, c'est pas un sujet qu'on a forcément traité, mais il y a des choses qui étaient déjà en mouvement, qui ont vu une accélération, et après, il y a des choses qui sont apparues, dont on n'imaginait même pas que ça puisse changer tout de suite. Quel était le plus gros challenge pour vous, personnellement? Je pense que c'est la différence entre la rapidité des évolutions, Mm, de ce qui est en train de se passer et le fait que, on se met un peu la tête dans le sable par rapport à ces évolutions. Enfin, il y a quelque chose qui mm, est un peu schizophrénique entre le fait que ça change, on le voit, les attentes des gens changent et le fait que les sociétés, j'ai vu des sociétés françaises qui voulaient contrôler le fait de venir au bureau en disant: «Voilà, c'est 2 jours par semaine, un jour tu choisis, un jour c'est moi». mm. Mais comment le fait qu'on puisse même penser qu'on va contrôler ça, c'est juste impossible. Enfin, il y a un moment, il faut accepter que c'est pas possible. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous faites? Si un employé, il vient le jour où il a pas choisi, vous faites quoi? Vous lui mettez un blâme, vous lui interdisez de rentrer, donc il y a un problème de droit du travail derrière. Donc je trouve que et que des organisations continuent à vouloir modéliser le fait de comment on va faire que les gens se comportent. Et ils se comportent juste comme ils ont besoin, au moment où ils ont besoin. Et à 8 heures du matin, je peux me dire: «J'ai envie d'y aller». Et à 8h15, je me dis: «J'ai plus envie d'y aller parce que j'ai un autre truc à gérer» et c'est de cet espace de liberté qu'on rend aux gens quelque part, qu'on leur avait confisqué, qui je pense, pour moi m'a semblé très intéressant. Et le fait que ça soit un peu dissocié de comment les gens le voient, au niveau de certaines directions. Non, mais je suis assez Oui, pas finalement, je pense qu'un des grands, peut-être le changement le plus puissant, que j'ai observé, c'est finalement la posture des managers. Et l'espace de travail est un périphérique, mais il fait beaucoup. Moi, j'ai le souvenir de ma toute première expérience de travail où j'avais mon chef, qui était dans son bureau et il avait une petite vitre et il nous observait. C'était très déroutant et aujourd'hui, on n'imaginerait plus du tout ça. Les espaces de travail ne sont plus conçus comme ça, mais les managers, les attentes vis-à-vis des managers ont considérablement évolué. Et d'évidence, la crise sanitaire a eu un rôle absolument majeur là-dedans. Ne plus voir ses collaborateurs tous les jours, ça amène à une relation différente et une relation qui est davantage basée sur la confiance et sur la responsabilité de chacun. Et ça, c'est un changement de fond parce que du coup, les espaces de travail, on les pense aussi comme ça maintenant. Donc, tu as raison. ouais. Non, mais super Alors, intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion humaine aussi par rapport au fait de se réunir pour bosser ensemble, ce qui n'était pas forcément naturel, parce que souvent c'était sous le coup de la contrainte. Voilà, on se lève à telle heure, on repart à telle heure, on doit tout le temps être à tel bureau, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a une notion de flexibilité, bien sûr, mais aussi de fluidité et de reconnexion un petit peu à la personne qui est derrière la personne qui bosse. Et ça, c'est très intéressant parce que même dans les relations, que ce soit hiérarchiques, managériales, mais aussi entre les collègues,
ça implique pas mal de changements et en tout cas une bonne raison de retourner dans les bureaux. J'ai une question qui est venue en message privé. Alors, elle est peut-être un petit peu hors sujet, mais je la pose quand même. Comment est-ce que vous voyez les espaces qui se créent en mode workspace as a service? C'est-à-dire Alors, tout clé en main il y a avec 2 il y a 2, alors ça, c'est le nouveau, business model des coworkers qui ont beaucoup développé. Ils se sont rendus compte que trouver 1000 personnes qui vont payer 500 € par mois pour venir travailler, ça tenait pas forcément debout, ils n'arrivaient pas à les remplir. Donc je trouve ça facilite, ça dépend des cas. C'est-à-dire que si vous allez être pendant 15 ans quelque part, jusqu'où vous avez envie de rentrer dans un modèle comme ça. Maintenant, sur des espaces, s'il me faut 1000 carrés dans une ville où je suis pas installé, où j'ai pas d'infrastructure, why not? Ça peut avoir du sens. Donc je pense que ça offre une flexibilité et ça permet surtout de comparer avec le fait de le faire soi-même. C'est-à-dire que quand vous espèce as a service, vous avez pas de capex, vous mettez pas, sur 1000 carrés, je sais pas, et on va mettre 800 000, 1 000 000 pour faire des bureaux. Là, vous les mettez pas. Alors c'est vous le retrouvez dans le loyer et ça peut être, quand c'est fait de façon qualitative, ça peut être des alternatives, très intéressantes. Maintenant, ça va pas remplacer complètement, de même qu'on va pas travailler plus que de chez soi et plus du tout du bureau et je pense que Space as a Service, c'est une nouvelle offre qui remet en cause ce qui existe et qui permet de faire les choses différemment. Enfin, comme direction immobilière, ça nous permet d'avoir un effet de levier supplémentaire dans nos réflexions. C'est ça nous permet de diversifier finalement, les localisations en fonction de, la durée d'occupation. Parce que quand on sait qu'on va rester, sur une durée pérenne, peut-être ça n'est pas, c'est pas rentable. En revanche, ça permet quand même d'ouvrir le champ des possibles, et d'offrir des alternatives ou, de se dire que finalement, ces plateaux projets qui sont parfois, pas très, très remplis toute l'année, heu, peut-être que c'est une façon de gérer ces problématiques-là, par exemple. Et d'avoir une flexibilité à la hausse ou à la baisse, qu'on n'avait pas avant. En disant: «Voilà, je prends 1000, mais si j'ai besoin de 2 500, je peux le faire», et là, c'est assez intéressant parce qu'il y a des sociétés qui ont trop d'espace, qui maintenant les rendent à des coworkers pour relouer, qui font un lease back sur Space as a Service, en se gardant la possibilité de grandir. Donc ça offre un niveau de flexibilité que personne ne nous offrait avant, en diversifiant le risque. Ok. Alors j'ai une autre question. Alors, c'est un peu, j'en avais parlé un tout petit peu, mais par rapport à la donnée dans vos organisations, dans quelle mesure vous l'utilisez et dans quelle mesure vous êtes capable de la capter, si je lis bien. Ouais, c'est ça. Alors il y a plusieurs types de données. Il y a une donnée, d'occupation, qui est facile à capter. Alors le vrai point de la donnée, c'est le parti privacy. Donc, savoir que même les caméras thermiques aujourd'hui, par la CNIL, c'est reconnu comme étant, une identité numérique. Donc, ça va quand même assez loin. Donc il y a la partie d'occupation, mais maintenant on a besoin de la donnée pour tout. Aujourd'hui, il faut qu'on reporte par building, l'empreinte carbone. Il faut qu'on rampe, demain, il faudra probablement prouver et aujourd'hui avec, le coût du kilowatt qui a juste été multiplié par 6, ça devient d'un seul coup vachement plus relevant de dire enfin, avant quand ça coûte rien, on regarde pas pareil. Donc là, on regarde différemment et de pouvoir mesurer la satisfaction ou la rapidité d'intervention quand on déploie une app sur un site, on veut savoir combien de gens l'ont descendu comme un professionnel, enfin. Combien de personnes l'utilisent, quelles sont les interactions et quelle valeur on crée. Donc il y a énormément de données et le vrai enjeu, c'est comment pas tant je la capture, ça c'est facile, mais je l'automatise, d'accord? Pour éviter d'avoir des gens, qui, derrière descendent sur un Excel et puis commencent à faire des tableaux Excel. Donc comment j'automatise la donnée et comment je la traite et je peux la croiser. Donc là, il y a Power BI, Qlik, enfin il y a un tas de choses qui vous permettent de faire ça aussi. Ouais, Voilà pour moi les vrais enjeux sur la donnée. sur la data, moi je dirais en complément que ça a été pour le coup, moi vis-à-vis en tout cas de mes équipes, un espèce de saut quantique dans la modernité, parce qu'on capte énormément de data, et le tout c'est pas de disposer de la data, c'est de la faire parler, de lui faire dire des choses intéressantes, des choses exploitables, des choses qui nous font avancer. De vraiment comprendre ce que ça nous raconte. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que donc on a fait de très, très beaux dashboards, hein, donc ça, on est très, très content. Mais le dashboard, quand il sert à rien, enfin, quand on le produit pour le produire, ça n'a pas d'utilité. Et donc là,
un des vrais enjeux pour demain, c'est d'être capable d'avoir dans ces équipes un ensemble de collaborateurs capables d'interpréter ces données, de leur donner du sens pour en faire quelque chose d'utile. Parce que si on a des données d'occupation dont on ne se sert jamais, ce que j'ai vécu par le passé, c'est pas très utile. En revanche, des données d'occupation qui nous servent pour revoir la manière dont on occupe l'espace, pour essayer de comprendre pourquoi cet espace-là est plus occupé que celui-là, pour ensuite pouvoir optimiser la manière dont on gère son parc, ça, c'est la vraie révolution de la data, je trouve. Eh ben super. On arrive au bout de cette session. Je vous remercie énormément pour votre participation, d'avoir répondu positivement à notre invitation et d'avoir partagé ces super insights. Vraiment super intéressant de votre part. Pour toutes les personnes qui nous ont suivis, vous allez recevoir le lien du replay. Et encore merci pour votre participation. Merci Et Julien. je vous souhaite une Beaucoup, très bonne après-midi. Merci. merci. Bye Au revoir. bye.